d'un point de vue humain et professionnel, c'est les 2 plus beaux mois de ma vie. Mickaël, c'est un type, quand vous tournez avec lui, il a 12 idées à la seconde. Mais 12 idées qui ne font pas partie du scénario. Il y a une vraie passion dans le monde médiatique pour ma carrière de rappeur. Et j'ai jamais revu qu'à ce départ. Tu vois, c'est assez amusant, je l'ai jamais revu. Je revois rarement les films. Il rappe. Ouais, mais il a un album solo, attention. Alors, Il a un parlons-en. album solo de 97 qui est jamais sorti. Il y a un album solo de Fabrice Eboué. En gros, je peux dire qu'il a écrit mon premier texte de rap. C'est vrai? Ouais. Nous, on a toujours une croix autour du cou. C'est pour dire qu'on suis est prêt à épuisé. mourir pour le hip-hop, tu vois. Huron débarque et c'est pas une rumeur. Je rallume la bougie, celle de la simplicité. Je remets du baume au cœur dans tous les foyers français. Même sur ton lit de mort, j'arracherai un sourire. Un ultime fou rire avant ton dernier soupir. Je suis là pour les taper, les pas bien gaulés. Pour toutes celles et ceux qui ont envie de rigoler. Ma pitié est carrée, comme Jim Carrey. Mais pas dans la finesse, dans le business. Écoutez, je ne sais plus quoi vous dire. Moi, là, je suis en promo en ce moment, donc j'enchaîne les interviews. Il y a une vraie passion dans le monde médiatique pour ma carrière de rappeur, qui est une carrière qui a été avortée très rapidement, faute de talent. Mais effectivement, il y a vraiment une... Alors, j'ai déjà posé la question sur une autre plateforme, mais je ne sais pas si c'est de la curiosité. Oui, j'ai rappé, je pense. À l'époque, fallait rapper. À l'époque, quand tu étais un peu de couleur, que tu étais jeune, tu rappais. Donc, j'ai essayé, comme tout le monde, de le faire. Il s'est vite avéré que j'avais pas les qualités pour, un grand manquement au niveau des qualités rythmiques, c'est quand même la base au niveau du rap si tu veux, mais mes textes amusaient. Mes textes, j'ai toujours eu une certaine facilité à l'écriture, j'ai toujours beaucoup écrit en tout cas. J'écrivais pour les autres, puis j'arrivais à écrire des textes assez amusants dans la rime, et petit à petit je me suis dit, quitte à écrire des choses rigolotes, comme on dit, pourquoi pas directement essayer d'être comique, puisque c'est plus la voie qu'il faut emprunter quand on fait marrer les gens. Mais je suis un peu démuni face à cet extrait, parce que d'abord, j'ai dû le voir 10 fois là au cours de la promo. Les gens sont obsédés par, je vais parler à la troisième personne du singulier, pardon, mais par Fabrice Eboué, rappeur. Alors que ça n'a aucun intérêt artistiquement parlant. Par contre, ça illustre ce qu'a été ma vie quand j'avais 18 piges, fan de rap. À l'époque, c'était le rap West Coast. Moi, je suis en pleine période. Je commence avec NWA, Eazy, Dr. Dre, puis après, ça a été Snoop Dogg et compagnie. Donc moi, je grandis dans une banlieue plutôt favorisée à Nogent-sur-Marne, en banlieue parisienne. Mais vraiment, dans ma tête, je suis dans le ghetto de Los Angeles. Vous savez ce que c'est quand on est adolescent, on rêve d'autre chose. Et moi, je rêvais de drive-by, de rouler en tirant, etc. Mais voilà, ce n'est qu'un fantasme d'adolescent qui se dit, je vais être rappeur comme Dr. Dre, comme machin, etc. Puis rapidement après, Dieu merci, on va plus vers sa voix. Et moi, ça a été de monter sur scène pour faire des blagues. Voilà. Oui, il y a un album solo Fabrice Eboué que vous n'aurez pas le loisir d'écouter parce qu'il est caché à la banque dans un coffre-fort et qu'on ne l'ouvrira jamais parce que je ne l'assumerai pas, parce que c'est une insulte au rap, c'est une insulte à la musique globalement, mais malgré tout, ça fait partie de moi. Donc, je l'assume, j'exagère, hein, je l'assume. Et puis bon, j'ai passé surtout de très bons moments avec les gens qu'on voit derrière moi qui sont encore mes amis. Voilà, je dis ça en rigolant, j'aime le rap, je suis un amateur de rap, et comme je suis un amateur de rap, je n'en fais plus par respect pour cette musique. Voilà. Moi, je commence la scène en parallèle à 20 ans, puis à un moment, je dis toujours dans la vie, le plus important, c'est la lucidité. Et puis je commence les petites scènes, ça fonctionne correctement, en tout cas j'y prends goût, hein. Au début on fait ses armes, on s'essaye, et puis là rapidement, vous voyez vos potes qui traînent avec vous, qui sont des bons rappeurs, qui ont un vrai lien artistique avec la musique, et vous voyez que vous êtes plus fait pour l'autre domaine, donc il faut trancher. Et moi c'est toujours ce que je dis, dans une carrière, le plus important c'est la lucidité, être capable de savoir ce qu'on vaut. Donc Dieu merci, je crois que j'ai eu la lucidité de me dire, le rap c'est pas forcément ma tasse de thé, en tout cas en tant que pratiquant, en tant qu'écoutant, c'est autre chose. Ma première scène, en tant que comique, oui, j'ai fait un peu d'impro, etc., des ligues d'impro, des choses comme ça. J'ai fait de la scène avec des groupes de lycée aussi, du rap, machin, etc. Ma première scène en tant que comique, c'était une petite salle qui s'appelait le Centre 6, dans le 11e arrondissement. Et à l'époque, je faisais un duo, puisque c'était un truc, une fois par semaine, il y a une sorte de tournoi
il y avait 4-5 comiques qui passaient, des duos, des comiques. C'est le public qui votait, et si vous gagnez, vous reveniez la semaine d'après. Très honnêtement, c'est anecdotique, puisque de toute façon, on invitait des potes pour voter pour nous. Je crois qu'on avait fini, il y avait une finale avec 4-5 participants. Puis il faut bien comprendre qu'à l'époque, je te parle pas de humoriste aujourd'hui, c'est devenu quasiment la première vocation des jeunes. Aujourd'hui, tout le monde veut être comique. Il y a une pléthore de comiques. Les salles parisiennes, il y a des plateaux, il y en a des dizaines par soir, avec des centaines de comiques. Nous, à l'époque, des comiques, je te parle de ça en 98, il y a 20 comiques qui se battent en duel sur Paris. C'est une profession de ringard. Ça correspond à une autre époque comique. À l'époque, on appelle ça du café-théâtre. Et puis après, il y a eu le renouveau du stand-up qui a relancé la machine. Mais à l'époque, c'est un truc qui est à l'abandon total. Donc dire je suis comique, ça veut rien dire du tout, quoi. C'est des amis à moi qui m'ont conseillé de faire ce métier parce que pendant les dîners entre amis, j'ai toujours été un peu l'amuseur, le bout en train, le déconneur, le célibataire, quoi. Le problème dans ce métier, c'est que souvent ton tout premier spectacle, tu le joues devant tes potes. Et là, tu fais un carton, là, et c'est quand tu le rejoues devant des étrangers que tu t'aperçois que l'amitié, c'est pas toujours sincère. Ouais, ça doit être le début du Jamel Comedy Club, avec tous les défauts des premiers sketchs amusants, parce que je vois encore les oripeaux, les restes de mes années de café-théâtre avant, parce que moi, je démarre le Jamel Comedy Club, ça a démarré en 2005, j'ai déjà 5-6 ans de café-théâtre dans l'époque, et puis ensuite, je fais ma transition vers le stand-up, et la façon dont j'énonce les choses là, je sens que les choses sont encore un peu en force, un peu surjouées, parce que ça vient de mon passé. Voilà, puis je continue aujourd'hui à évoluer sur scène, à apprendre tous les jours, donc c'est intéressant. Mais voilà, c'est la candeur, la fragilité des débuts, et puis c'est surtout, pour moi, le Jamel Comedy Club, c'est l'émission, je vous dis, j'ai eu déjà 5-6 ans dans les pattes de petites salles, de café-théâtre, notamment les Blancs Manteaux, où j'étais programmé dans le Marais. Ça décollait pas vraiment, et moi, c'est le tournant, ça, parce que ça m'a permis d'avoir une vraie lumière, le Jamel Comedy Club, de faire plein de choses ensuite, de la télévision, de la radio, et puis surtout le film Casse Départ, qui va vraiment être la chose qui va me permettre d'être connu du grand public. Voilà, c'est les souvenirs du début, et puis c'est surtout la mise en lumière qui est un tournant décisif dans ma carrière. Wow, la rencontre avec Jamel, c'est très flou. Si, en fait, il s'est passé un truc, Kader Aoun, qui bossait avec lui à l'époque, a commencé à monter l'équipe, et puis on n'a pas forcément rencontré Jamel tout de suite, mais il était en fin de tournée de son spectacle, son deuxième spectacle qui était un carton, et finalement tous les gens qui étaient susceptibles de participer à l'aventure Jamel Comedy Club, ceux qui étaient en tout cas qui avaient déjà des passages de construits, on a été faire sa première partie. Donc moi je me souviens que ma première vraie rencontre avec Jamel, de mémoire, hein, on parle déjà d'un temps, je fais sa première partie à Toulouse. Et ça, je m'en souviens parce que je suis logé déjà dans un hôtel, place du Capitole, donc je me dis non, ça y est, on y est, quoi, tu vois ce que je veux dire. Je vais aller faire, alors c'était pas un zénith, c'était un gros centre culturel de Toulouse, je sais plus lequel, et j'arrive et je fais la première partie de Jamel, et je m'en souviendrai toujours parce que après, donc, je m'assieds en loge et il vient s'asseoir sur mon genou, comme ça, là, et puis me parler comme ça, tranquille, très naturellement, à me dire est-ce que tu veux faire partie de l'aventure, on y va, machin. La première partie s'était bien passée, et puis là, c'est là où quelque part, l'aventure a vraiment démarré entre nous, quoi. Tu sais ce que représente Jamel à l'époque, donc tu sais que tu vas être dans le feu des médias, même si avant d'y être, tu ne peux pas comprendre ni anticiper ce que va être une médiatisation hyper violente. Parce qu'il faut bien comprendre que moi, je viens de 5 ans de petite salle avec 10, 15, les bonsoirs, on faisait 40 spectateurs, on était contents. J'apprends, d'abord je change de style parce que le café-théâtre, c'était quelque chose de plus joué, et tout d'un coup, il faut prendre un micro, c'est différent. Mais tout d'un coup, on va être propulsé, je dis, le virage, il est assez énorme parce que faut bien voir que la première tournée du Jamel Comedy Club, on fait des zéniths, on fait des salles de 4-5 000 personnes, on fait, je crois, 30 représentations au Casino de Paris, donc tout ça, c'est énorme. Et on ne conçoit pas d'être quelques mois avant un anonyme à essayer de faire son métier dans une petite salle parisienne, et puis tout d'un coup les gens vous arrêtent dans la rue. C'était les débuts de YouTube aussi, donc c'était diffusé massivement, etc. Il n'y avait pas encore tout ce qu'il y a sur YouTube aujourd'hui en comique, donc les gens regardaient beaucoup. Le Jamel Comedy Club, dans le sillage de Jamel, c'était énorme, donc les gens commencent à vous arrêter, à vous parler, etc. Donc oui, le tournant, il est super brusque. Ouais. Je fais toujours ce constat, c'est de me dire d'année en année, en tout cas sur le début, j'ai pas vu de stagnation.
il y avait toujours quelque chose qui venait se rajouter, qui montrait que j'avançais. Donc j'ai pas eu le temps de me poser énormément de questions. Le seul moment où je me pose les questions, c'est justement la fin de l'exploitation des blancs manteaux, où j'ai fait 2 ans en programmation, 3-4 fois par semaine, où je sens que ça décolle pas, qu'on est encore en train d'avoir peu de personnes dans la salle. Au moment où je me dis qu'est-ce que je fais, j'essaie d'écrire une pièce de théâtre, c'est peut-être plus simple. Et là justement, c'est l'arrivée du Jamel Comedy Club. Donc j'ai pas le temps de me poser 1000 questions, que les choses avancent déjà, quoi. Like a rolling stone. Il avait quel âge ton grand-père? 77 ans. Pour l'Afrique, c'est déjà pas mal. Putain, mais t'es con, toi, quoi? En tout cas, si t'as le moins de soucis avec les gens de la troupe, tu viens me voir. J'ai l'habitude, j'ai une petite cousine qui est comme toi. De petite taille? Ouais, trisomique. En ce qui me concerne, j'étais très mal à l'aise pendant le passage de Christophe. Je dois même te dire que ça m'a glacé le sang. Et Dieu sait que j'adore les handicapés, mais pour moi, c'était un rire de compassion. Les gens ont applaudi le nain, pas l'artiste. Alors, je sais que Jamel entretient un rapport particulier au handicap, mais le Jamel Comedy Club, c'est une troupe, pas un cirque. Ah, j'avais oublié que c'était si violent, mais c'est bon, hein. Putain, c'est assez jouissif. Oui, c'est Inside Jamel Comedy Club. Cette série n'a pas été beaucoup vue parce qu'un peu mal mise en avant. Aujourd'hui, elle est disponible sur YouTube. Allez-y, il y a 8 fois 26 minutes de cette fausse tournée du Jamel Comedy Club. Donc j'ai beaucoup ri en le revoyant, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. C'était il y a presque 15 ans maintenant, donc en voyant Claudia et Noum dans l'extrait. D'abord, je suis content parce que parfois, je revois certaines choses que j'ai faites. Je me dis, ouais, c'est mal joué, ou c'est maladroit, ou c'est encore très jeune. Là, je trouve que c'est assez sincère et donc ça marche très bien. C'est pour ça que je sais que c'est culte pour certains. Je parlais avec Big Flo et Oli l'autre fois qui me disaient, mais et un des deux, je sais plus lequel, je n'arrive jamais à dire, mais il me disait, c'est culte, j'en peux plus, mon frère le regarde en boucle, etc. Mais c'est vrai qu'on s'était inspiré avec Blanche, on a écrit ça avec Blanche Gardin, de la série The Office de Ricky Gervais, où il y a le même principe de docu-fiction. Moi, franchement, c'est parti des trucs, parfois je me remate un épisode tous les 3 ans. Et voilà, j'ai re-ri là, je me suis laissé surprendre. Et c'est des super souvenirs. C'est vraiment l'album souvenir pour moi de la troupe, parce que c'est drôle, parce qu'on revoit tous les protagonismes. Là, les protagonistes, pardon, là il y avait Claudia et Noum, puis aujourd'hui chacun fait son chemin. Mais quand j'ai envie de me remémorer le Jamel Comedy Club, c'est toujours Inside que je regarde. On nous donne une caméra pour nous dire il y a peut-être des petites choses à filmer, et puis finalement on commence à gratter par-dessus, à se dire putain, mais on pourrait carrément... Et comme on s'était en pleine période The Office, voilà, on commence à faire ça, et puis ça devient la série. On commençait à essayer des choses au début en tournée, vraiment en vraie tournée, puis après on a commencé à vraiment tourner, à recréer des tournées fictionnées cette fois-ci, et pour écrire, qu'est-ce qu'on faisait avec Blanche? On caricaturait les personnages, si tu veux, c'est pour ça que je deviens totalement odieux, etc. Voilà, on est dans la caricature absolue, mais c'était assez incroyable. Et dans la manière d'écrire, parce qu'il y avait un côté, on vivait la tournée, en même temps on écrivait ce qu'allait se passer dans la fiction, on allait chercher les petits défauts de chacun, ou les choses pour les mettre sous une loupe ensuite. Non, c'est vraiment des beaux souvenirs. Sur la saison 1 du Jamel Comedy Club, je crois qu'il y avait quelque chose de très sincère. Les saisons d'après, alors il y en a qui sont très bons, qui sont sortis aussi, Alban par exemple, ou Malik, etc. Mais les saisons d'après, ce qui se passe, c'est qu'ils ont déjà vu la première. Donc c'est moins naïf. Et Inside, c'en est un exemple révélateur. C'est sorti avec une naïveté, on ne calcule pas, on n'a jamais fait de série de notre vie avec Blanche, on écrit ça, voilà, comme ça nous vient, sans mettre de limites, sans mettre de garde-fou, sans dire « ah non, pas ça ». On écrit tout simplement. La première saison, c'est des gens, il y en a qui aiment le stand-up, Fred Shaw, qui fait aujourd'hui les Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je m'en rappelle, il est steward à l'époque, et il voit une petite annonce d'un premier plateau qui n'est pas le Jamel Comedy Club, où il cherche un Asiatique pour avoir une sorte de représentativité, puis après, du coup, il enchaîne sur le Jamel Comedy Club, mais il est steward à la base, donc il me dit, moi, c'est que du bonheur, ce que je rencontre là, et donc petit à petit, voilà, il réussit à faire un film qui fait des millions d'entrées aujourd'hui à chaque fois. Chacun a son parcours, mais le côté non calculé
fait que les choses sont arrivées ensuite naturellement. Et c'est important dans une carrière. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens voient ce qui peut arriver, donc calculent trop. Et le calcul, c'est jamais bon pour un artiste. Un artiste doit rester libre. C'est comme quand nous, ensuite, avec Thomas, on fait Casse Départ. On est dans la candeur absolue, la naïveté, et on n'est pas dans le calcul de on va faire un film qui, pour un tel, pour... Non, on fait et point barre. Et je crois que quand on fait les choses naturellement avec juste une âme d'artiste, il y a des choses qui se passent ensuite, et c'est ce qui s'est passé pour la majorité de la troupe. Ouais. Vous la regardiez cette émission, c'était l'émission classique de Fogel, un talk show, comme ils appellent ça. Moi je faisais le méchant, auteur, le sniper, les blagues sur les invités qui étaient autour de la table. Puis Fogel, vous le connaissez tous, il arrivait, bonsoir. On commence tout de suite avec le témoignage de Martine. Martine, bonsoir. Si on vous accueille ce soir, Martine, c'est pour un témoignage poignant, puisque pendant plus de 10 ans, vous avez été violée par votre propre père, qui vous a fait 8 enfants, vous a séquestré dans une cave. Fabrice, une vanne. Ouais, ça me fait marrer aussi, je suis content. Et ça me fait marrer parce que, tu sais, on se fait chier à écrire des sketchs, à essayer de trouver des choses. Et très honnêtement, c'est toujours ce qu'on a vécu en réel qui est le plus drôle, parce que les gens s'aperçoivent du compliqué de la situation. Et malgré tout, c'est pareil, c'est une émission que j'ai pris plaisir à faire, ça m'a apporté des choses, même si c'était le positionnement, je le dis toujours, était super compliqué, parce qu'il y avait la table avec les invités, le présentateur. Moi, j'étais sur un perchoir. Et à chaque fois que je raconte ça, je dis, c'est comme si tu es au restaurant avec des potes et qu'il y a un type que tu connais pas sur une table voisine qui se permet de faire des commentaires sur ce que tu racontes. Donc c'est super compliqué. Je fais systématiquement l'anecdote du greffé des mains. J'ai cette émission où il y a, je crois que j'en parle dans le spectacle d'ailleurs, juste après, où il y a l'invité, c'est le greffé des mains. Un type qui a perdu ses mains dans un accident et on lui remet des mains. Donc je vais le voir au début de l'émission, je dis on peut faire des blagues, il n'y a pas de souci, machin, etc. Et il se trouve que ce monsieur a plein de bagues sur les doigts. Et donc je lui pose la question, les bagues, vous les avez rajoutées après ou elles étaient déjà sur les mains? Et donc là, ça fait un petit moment de tension sur le plateau, etc. Mais tout ça, on ne l'invente pas, c'est des choses qu'on trouve sur le moment. Et ça, voilà, c'est bien résumé. C'est un peu la situation que je vivais avec des sujets parfois super durs. Et on te demande derrière ce qui est l'antithèse du comique. Je parlais du naturel, de ne pas calculer les choses. La bonne vanne, le bon sniper, c'est « Ah, ils sont en train de dire une phrase, tac, j'ai une bonne idée, je balance la vanne. » Mais jamais tu dois dire à un comique « Alors, fais-nous ta blague. » Ça y est, la blague, elle est déjà morte, c'est inexistant. Donc c'est pour ça que j'ai caricaturé un peu la chose en faisant ce sketch. Ce spectacle, d'ailleurs, comme c'est dans la suite même et dans la logique du Jamel Comedy Club, je le fais avec un micro au début. Puis finalement, je reviens à ce que j'ai fait moi au départ. Aujourd'hui, je joue sans micro, je suis plus à l'aise et j'aime jouer. Moi, je trouve que le micro limite un peu le jeu, etc., les déplacements. Donc, c'est un reste de tout ce que j'ai construit les 5 ans auparavant qui me paraît encore intéressant ou contemporain à l'époque, et puis de tout ce que j'ai pu écrire pendant cette période-là. Ouais. Mon style, c'est finalement un... J'aime pas dire que je fais partie de la génération stand-up, il y en a qui vont... Même si mes spectacles, quand je vais roder mon matériel, je vais dans les comédie clubs, je prends le micro, j'ai pas de souci à le faire, mais je prends de plus en plus de plaisir à jouer, à faire l'acteur, à aller vers du théâtre aussi. Donc c'est pour ça que j'essaye de trouver, je pense que je suis un équilibre de tout ça. Et c'est pour ça que dans ma formation, mes années café-théâtre, puis mes années de Jamel Comedy Club m'ont fait beaucoup de bien. Ça m'a permis de trouver ce que je fais aujourd'hui. Si vous allez voir Adieu hier, par exemple, c'est le juste équilibre de ça. C'est de la prise de parole comme on en voit dans le stand-up classique et des moments plus joués comme on en voit dans le théâtre. Alors, Inside, que vous m'avez montré, ça m'a fait beaucoup rire. Là, Fogiel, j'ai beaucoup aimé l'extrait, en tout cas, il m'a fait marrer. Il y a plein de choses que j'ai faites. Évidemment, on progresse. Et là où c'est le plus dur pour moi, les films passent encore, même si je constate que c'est pareil, quand on fait Casse Départ, on n'est pas des acteurs, hein, on apprend sur le tas, machin, etc. Mais il est vrai que j'ai beaucoup de mal à me regarder, surtout en one-man. Le one-man, ça pardonne pas. C'est quelque chose de très précis, vous êtes tout seul sur scène, tous les yeux sont rivés sur vous. Moi, quand je regarde, je me connais, je sens dès que ça sort du naturel, dès que il y a 2 mains à gérer. Non, c'est très compliqué de se regarder, c'est que de la critique. Et Dieu merci, hein, le mec qui se regarde, qui fait « Waouh, putain, je suis drôle, c'est bon ». Bon, faut qu'il arrête le métier. Hein. Concrètement, j'ai beaucoup de mal. Je préfère regarder les collègues que me regarder moi. Ouais. Salut, je me présente, Grosse. Grosse Keta. C'est moi le manager de la diva. C'est moi qui fais tout en fait. Fatal en Adidas, c'est moi. Le forfait mobile Fatal Kit, c'est moi. Les jantes de voiture Fatal Chrome, le Fatality, Fatal Mag, Rent Fatal, Fatal Store, tout ça c'est moi. Et vous savez qu'est-ce qui va vous pécho ce soir? Eh ben c'est moi. Alors, Fatal Bazooka, c'est mon premier film en tant qu'acteur. D'abord, le film, c'est intéressant parce qu'encore aujourd'hui, j'ai des gamins parfois de 13-14 ans qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent « Excusez-moi monsieur, vous êtes un acteur ?» Alors je dis « Oui », alors je m'attends tout de suite à ce qu'ils me disent « Casse Départ », « Le Crocodile », machin, ou des trucs récents.
et c'est Fatal Bazooka, et je sais que c'est un film assez culte pour ces générations-là, et qui le revoit au fur et à mesure. Donc c'est cool de voir que le film de Michael perdure comme ça. Moi, c'est mon premier film. Michael me voit justement dans Inside Jamel Comedy Club, et il me dit, je te veux sur le film, donc je fais les essais, il me dit, vas-y, on est parti, tu fais le manager. Donc je tombe avec une équipe, Vincent Dezania, Michael Youn, etc., qui d'abord a un gros succès, c'est l'époque où il avait déjà fait des films qui cartonnaient, donc là il est vraiment au top, et puis surtout Fatal Bazooka, c'est quand même le rappeur que tout le monde connaît, la parodie de rap en tout cas que tout le monde connaît, donc il arrive avec un film qui est hyper attendu, je me retrouve dans un blockbuster, c'est un film à gros budget, on tourne au Canada, et moi je ne connais rien au cinéma, le seul truc que j'ai fait c'est Inside à l'arrache avec une caméra à épaule, c'est avec les potes, tout est naturel, et là cette scène que vous me montrez, c'est ma première scène. Je m'en rappelle parce que Michael, c'est un type, quand vous tournez avec lui, il a 12 idées à la seconde. Mais 12 idées qui ne font pas partie du scénario. Donc il rajoute en permanence. Le directeur de production qui est là pour gérer les coûts et les journées, il s'arrache les cheveux parce que les journées, elles sont à rallonge tous les soirs. Ça devait être, je sais pas, il devait sauter par-dessus une barrière. Finalement, il dit, ah, c'est plus marrant, je vais sauter par-dessus 3 vaches. Il faut trouver 3 vaches rapidement. Voilà. Donc il rajoute des trucs qui coûtent de l'argent et qui coûtent du temps. Donc moi, je me rappelle déjà, pendant 2 semaines, on me dit, ah, finalement, non, tu tournes pas aujourd'hui, c'est demain. Puis on me repousse à chaque fois, machin, etc. Bon, j'attends dans ma chambre d'hôtel au Canada. Vient le jour où je tourne, ça y est, je suis convoqué. T'es stressé. C'est pas Inside avec les potes. C'est un plateau de télé, un plateau de cinéma, pardon, avec toute une équipe. T'as 50 personnes autour de toi. T'as jamais fait l'acteur avec un grand tas de ta vie. T'attends depuis 2 semaines, la pression monte. T'attends la journée. Finalement, ensuite, je devais faire un aller-retour en France pour aller jouer un spectacle, revenir. On est obligé de la faire, Fabrice, aujourd'hui, parce qu'il part demain. D'accord. Donc, finalement, je tourne avec des heures sub de tournage en fin de journée, épuisé, tout le monde n'en peut plus. Tu as peu de temps pour faire tourner ta scène parce que le dire de prod, là, on a une demi-heure sur la scène. On te fout dans un jacuzzi avec des jolies filles. Toi, t'es pas le mec, t'es là, t'es déjà stressé avec des filles. Donc, faut regarder les filles qui sont en maillot de bain. Tu dois être comme ça, jouer le coq. Donc, le mec qui est vraiment sûr de lui, qui assure. Sauf que toi, t'es pas du tout en assurance, quoi. T'es pas bien. Et je le vois là, ma voix n'est pas naturelle. Je débite le texte assez rapidement. Oui, c'est ma première scène au cinéma et tous les éléments sont compliqués pour moi. Donc, moi, je me dis, si je réussis pas à faire la scène d'un coup, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas encore compris que le cinéma, c'est aller plan serré, on le refait, machin. Nous, Inside, c'était 2 prises, mais à la même valeur, tu vois. Donc, tout ça fait que je suis fatigué, je suis stressé et je suis horrible sur la scène. Plus le film avançait, plus ça allait un peu mieux. Et puis, Michael, il fait un cinéma qui est complètement différent du mien. C'est-à-dire que moi, j'ai un truc très naturaliste. Lui, il a un truc très baroque, où il faut, Dieu merci peut-être à la fois, mais il faut en faire beaucoup, quoi, quelque part. Surtout sur Fatal, qui est une caricature en permanence. Donc, j'étais vraiment très mal à l'aise dans ce jacuzzi, peur de ne pas être à la hauteur, tu sais que c'est un film qui va être beaucoup vu, donc cette scène, voilà, là j'ai pari, je te garantis que j'ai pari, mais en voyant mon visage, je sais à quel point je suis tendu ce soir-là. Bah, ça se fait parce que Michael vient me proposer un rôle, que j'ai pas d'expérience, et que moi, j'ai jamais pensé dans ma vie que j'allais faire du cinéma. Quand je commence Casse Départ, parce que Casse Départ se tourne quelques mois après, je sais à peine ce que c'est qu'un chef opérateur, je sais à peine, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, toutes les perches qu'on me tend, je me dis, vas-y, pourquoi pas, essayons, c'est une nouvelle aventure. Et j'ai toujours pris les choses avec l'envie de l'aventure. C'est pas compliqué, j'ai fait un seul film, à part les miens, qui s'appelle Denis, qui est une très mauvaise expérience, ou une bonne expérience qui m'a permis ensuite de me dire, écoute, fais tes trucs, t'as pas forcément envie de faire l'acteur, voilà. Parce que le résultat du film est assez pathétique, j'invite tout le monde à essayer de le trouver. L'avantage de ce film-là, c'est que t'as des mauvais films qui marchent. Le mauvais film qui marche, quelque part, t'es condamné à être vu. L'avantage que j'ai eu, c'est que c'est un film double peine. Mauvais film qui ne marche pas. Et c'est pareil, quand je te dis, je refuse beaucoup de tournages, je veux qu'un tournage, pour moi, ça reste une aventure et à un moment inédit de ta vie. Il y a certains acteurs qui le font 3-4 films par an, je parle avec eux, et pour certains, ça devient vraiment un train-train. Pour moi, un tournage, c'est un événement à chaque fois, et je veux que ça reste comme ça. Que ce soit pas, allez, on en a fait un il y a 3 mois, on est reparti. Je veux que ça reste le côté événementiel. Donc, quand j'accepte, Michael me propose le rôle, je me dis, tiens, ça se tourne au Canada, je vais rencontrer de nouvelles personnes, c'est une nouvelle aventure, c'est un moment humain que, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est aller aux choses naturellement. Si vous saviez comme j'ai hâte. Liberté! Ah! Égalité! Ah!
Nique ta mère! Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour la race noire? Ouais! Ouais! Est-ce que vous êtes prêts à massacrer tous les blancs? Non! Ouais! Faut pas exagérer non plus. On peut juste les embêter un peu. Quelques claques. J'ai jamais revu Casse Départ. Tu vois, c'est assez amusant, je l'ai jamais revu. Je revois rarement les films, je les vois tellement en montage, puis éventuellement en avant-première après, donc ça doit faire plus de 10 ans que j'ai pas vu Casse Départ. Je crois qu'on est en tournée du Jamel Comedy Club justement avec Thomas, on a un agent en commun qui nous dit voilà, il y a des gens qui seraient intéressés par faire un film avec vous deux. Puis on cherche, on se creuse la tête sur un sujet. Il me semble qu'on était en tournée à Londres et qu'on discute de ça en regardant des disques avec Thomas, on est fan de la même musique. Je l'ai dit tout à l'heure, la West Coast, machin, le rap, et puis on regarde des disques, puis on discute de plein de sujets. On hésitait au début d'ailleurs à faire une parodie d'un film où on partait à Los Angeles en pèlerinage, ce qu'on a fait en vrai sur la tombe du rappeur Eazy. Donc on hésitait à faire deux geeks un peu comme ça qui partent là-bas. Finalement c'est l'autre qui est tombé, on n'a pas fait l'histoire de la West Coast. Voilà, on a fait le crocodile ensuite, puis après chacun a pris sa route. Mais voilà, c'est des idées en déconnant, ce qu'on a toujours fait, quoi. C'est vrai sur Inside, c'est vrai sur Casse Départ, c'est vrai aussi sur Fatal qu'on a revu tout à l'heure, mais en particulier Casse Départ, parce qu'il faut quand même savoir qu'on tourne pendant 8 semaines à Cuba. Donc c'est assez incroyable comme tournage pour nous. Je te dis, c'est toute la naïveté. Thomas et moi, on est super potes, on traîne tout le temps ensemble et on vit cette aventure incroyable, tu vois. Le soir, on plonge dans les Caraïbes quand on a fini de tourner. T'es à Cuba, qui est quand même un pays magique. Alors évidemment, il y a beaucoup de misère, mais on est quand même, nous, pendant 2 mois, on travaille pas. On kiffe, on rit toute la journée dans un paysage au bord de la mer, idyllique, etc. On fait des rencontres humaines formidables. Je vais te dire, très honnêtement, hein, d'un point de vue humain et professionnel, c'est les 2 plus beaux mois de ma vie. Casse Départ, ça a été juste... et même des gens, Lionel Stekiti ou Marc Vadé, qui était l'autre réalisateur, parce qu'on a réalisé à 3, Lionel, et Marc Vadé, le directeur prod, qui a des centaines de films dans les pattes, il dit « j'ai jamais vécu ça de ma vie ». Et tu vois, le crocodile, on essaye de reproduire la même chose. Et parce que sur le crocodile du Botswana, c'est pas fait naturellement, c'est fait en se disant on va revivre la même aventure, donc on retourne le faire à Cuba, et ben ça matche pas pareil. Et le tournage s'est pas très bien passé parce qu'il est plus fait dans la même candeur, le même naturel. Allez, on va vivre un truc, on sait pas ce qui va se passer. Casse Départ, c'est toute la naïveté de 2 mecs. Bon, qui ont eu du cul, ils rencontrent Jamel, nos spectacles commencent à exister, on nous propose de faire un film, et on arrive dans cet endroit. Et on n'est pas sérieux une seconde, et ça se ressent quand tu mates le film. Et je crois que le succès du film vient de là aussi. C'est le naturel, c'est la vraie complicité qu'on a avec Thomas, c'est dire on est là pour s'éclater et vivre un moment voilà, unique, et j'en ai profité comme jamais. Non, Cuba, merveilleux, merveilleux. Le succès d'un film, ça a été la cerise sur le gâteau. Quand t'es partie prenante, qui plus est que tu réalises, que tu joues dedans, que t'es dedans 24 heures sur 24 pendant des mois, le succès, c'est la cerise sur le gâteau. Alors évidemment que ça contribue au fait que tu me remontes le film aujourd'hui également, mais moi, ce que je revois au-delà de ça dans ces images, c'est un film de vacances pour moi. C'est pour ça que parfois le réalisateur ou l'acteur a du mal à critiquer son film, parce qu'il ne voit pas juste le résultat qui arrive devant les spectateurs, il y a tous les souvenirs qui remontent. Et le plus important quand tu tournes un film, c'est pas penser au nombre d'entrées, c'est au-delà de penser à faire le meilleur, c'est aussi putain, tout ce que tu vis. Et là, moi, quand je vis ça, qu'à l'époque, Thomas, on est cul et chemise, on est en soirée tout le temps ensemble, machin, etc., on est là, mais on est 2 gamins, je te dis, en colo, et on s'éclate, et point barre. Et c'est un truc de gamin, ça. Et effectivement, le public le ressent. Comme sur le premier, Eric et Ramsey, naïf, sur la tour infernale, ils ressentent que c'est 2 potes qui sont en train de s'éclater, et du coup, ça devient un partage naturel. Cette communion sur un film, tu ne peux la voir que si elle est sincère. Elle est sincère que si la magie elle prend, et là, elle prend pour des choses qu'on se retrouve par hasard à Cuba, parce qu'au départ, c'est les Antilles françaises, que les béquets nous font chier parce qu'ils veulent pas un film sur l'esclavage qui les ridiculise. Donc finalement, on se retrouve à tourner à Cuba. Peut-être que ça aurait été différent ailleurs. Donc la magie, elle prend, tu sais pas pourquoi, et le public le ressent derrière. Et moi, quand je revois ça, je te dis, je revois juste un film d'un des plus beaux moments de ma vie en termes de métier et d'éclate. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parler de mon époque.
Et il se trouve que quand on parle, en l'occurrence de véganisme, on parle de rapport à la nature, à l'animal, à l'écologie, on parle aussi de communautarisme, on parle aussi, il faut le dire, de radicalisme, etc. On parle d'opposition entre communautés, on parle de cancel culture, donc on parle réellement de notre époque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de caricaturer l'époque dans laquelle je vis, et c'est la mission pour moi du comique ou du cinéaste, d'humour en tout cas. C'est un film militant, en tout cas en ce qui concerne la liberté d'expression, en ce qui concerne le fait d'oser des choses, parce que je pense que c'est la mission première de notre métier et la mission première des artistes, de ne pas rentrer dans un carcan et oser amener de nouvelles choses, oser penser, voilà, tout simplement. Je crois que c'est la base de ce que j'essaye de faire, je le dis, que ce soit dans Adieu hier aujourd'hui, que ce soit dans tout ce qu'on a pu présenter précédemment. C'est aussi la dernière partie de mon spectacle Adieu hier. Le pire pour un artiste, c'est l'embourgeoisement, parce que c'est là où tu vas rentrer dans le carcan, c'est là où tu vas arrêter d'être créatif et d'oser. Or, pour moi, un artiste, il doit toujours oser, il doit toujours essayer de prendre des risques, de se mettre en danger. Et puis c'est mon ADN, j'ai toujours fonctionné ainsi. Ça ne m'intéresse pas d'aller dans quelque chose qui n'est pas moi. Et moi, je suis quelqu'un qui est un peu rebelle malgré tout, et j'essaye de continuer à l'être et de ne pas trop m'embourgeoiser malgré les privilèges qu'offre ce métier. Il y a des choses que j'ai jouées sur scène, aujourd'hui je trouve ça un peu maladroit ou un peu en force parce que mon jeu a évolué, parce que ma pensée a évolué, parce qu'on travaille tout simplement et tous les jours on essaye de progresser et dans son écriture, et dans le fond, et dans la forme, et dans son acting. Donc c'est normal que des choses que tu fasses à 25 ans ou à 30 ans, 15 ans plus tard, tu te dis j'aurais fait les choses autrement. Dieu merci, ça fait partie aussi de l'évolution de l'artiste et de l'époque. Et tu sais qu'aujourd'hui les choses vont très vite, donc des choses que tu dis il y a 20 ans, voilà, regarde toute l'histoire du Yel aujourd'hui. Est-ce que tu pouvais penser qu'il y a 20 ans, on allait avoir ce type de débat? Donc forcément qu'il y a un décalage qui se crée, quoi. Et alors, toutes les belles choses ont une fin. Vous avez vu de quoi est mort Michel Fourniret? Alzheimer. C'est quand même fantastique, quand t'as planqué des cadavres un peu partout, de mourir d'Alzheimer. Si ça se trouve, Michel Fourniret, quelques semaines avant sa mort en cellule, il a regardé le fait entrer l'accusé Francis Holm. Il était là, mais quelle honte. C'est donc mon dernier spectacle, Adieu hier. Pour le coup, je me souvenais de cet extrait puisque je le joue tous les soirs un peu partout en France et aux Folies Bergères, donc à partir du 29 décembre, il me semble, jusqu'au 7 janvier. Voilà, pour faire un petit coup de promo. Mais oui, ça a toujours été... on a parlé de Barbac juste avant, on a parlé de Michel Fourniret. C'est vrai que le fait divers... Alors moi, c'est quelque chose auquel... La noirceur de l'être humain, c'est une... Il faut savoir que les tueurs en série, c'est le bout du bout de la noirceur, le bout du bout de la sociopathie. Mais tu sais que qui devient de la psychopathie. Mais les réseaux sociaux nous rendent tous de plus en plus, la société numérique, sociopathe. Être tout seul comme ça, dans son écran, face à son écran, etc. De plus en plus isolé quelque part. Regarde Netflix qui se nourrit maintenant énormément de ça, de gens comme Jeffrey Dahmer qui deviennent des stars des cours de récréation. Tous les collégiens parlent, t'as vu la série sur Moi, à l'époque, je m'intéressais à la chose, mais il fallait aller sur des sites obscurs où ils parlaient des tueurs en série. Mais après, moi, mon métier de comique, j'en parlais dans l'interview qu'on a vue juste avant, c'est effectivement de parler dans la société dans laquelle je vis. Et effectivement, ces faits divers qui sont mis en avant en permanence par les informations, par les réseaux, etc., j'en parle aussi. Comme le spectacle s'appelle Adieu hier, je parle des différences globalement entre l'ancien monde et le nouveau monde. Pour moi, la rupture, c'est vraiment ce confinement et le Covid qui nous fait basculer définitivement dans le monde du tout numérique, etc. Mais là, donc, cette partie-là, c'est la partie où j'oppose les tueurs de l'ancien monde à ceux qui sont hyper médiatisés par les réseaux sociaux dès qu'un fait divers se passe. Donc, il faut voir le spectacle, je ne vais pas le refaire ici, mais effectivement, c'est toujours l'opposition des deux mondes et c'est un peu le thème de Adieu hier. Mais rien ne me fait peur. La peur, c'est les vieilles personnes qui ont peur. Et je comprends, il y a des vieilles personnes qui aujourd'hui traversent à Paris, qui doivent affronter un bus qui va dans un sens, une trottinette dans l'autre, des voitures comme ça. Là, on a peur. Je vois une dame l'autre fois qui a crié sur mon enfant parce qu'il était en trottinette. Elle a dit « j'en peux plus des trottinettes ». Et je sentais la peur chez cette dame de 80 ans, qui est peut-être déconnectée du monde. Mais la peur, c'est pour les gens déconnectés. Je ne suis pas déconnecté. Je joue dans ce spectacle l'homme qui est plus de l'ancien monde, c'est une réalité. Je ne suis pas hyper adapté, mais je ne suis pas déconnecté, je ne suis pas dans la peur. Quand tu oses, que tu vas sur des sujets qui ne sont pas les plus rassembleurs, si on te dit « t'es le comique aimé par tout le monde »,
c'est que finalement ta mission n'est pas remplie. Le rôle d'un artiste, c'est pas de plaire, c'est d'être lui-même. L'artiste, s'il est vraiment libre, s'il est lui-même, qui dit ce qu'il pense aujourd'hui, d'autant plus dans un monde qui fonctionne de plus en plus en réseau, en communauté, si tu rassembles tout le monde, c'est qu'il y a un truc qui est mièvre, qui est pas moi en tout cas. La scène me manque toujours. À chaque fois, je me dis, je finis le spectacle, je dis putain, je vais attendre un petit moment avant de remonter sur scène, puis qu'est-ce que je commence à faire? Aller au théâtre, et puis là je vois la scène, et puis ça me titille, puis j'ai déjà des notes de prise, et puis très rapidement, je vais dans un comedy club, je prends le micro, j'essaye des choses et je suis reparti. C'est mon ADN, plus que le cinéma d'ailleurs. J'adore tourner des films, prendre le temps, j'en fais un tous les 3 ans, mais le truc qui me manque, et ça c'est vraiment, c'est la scène. Ça c'est vraiment mon ADN, je le sais, je suis pas bien quand je monte pas sur scène pendant 1 an, 2 ans, je tiens pas plus longtemps. Je prends le temps, je suis pas pressé, c'est l'avantage d'avoir les deux. C'est que je ne suis pas pressé d'écrire un... Je suis en train d'écrire un nouveau film. Si ça me convient, on le tournera. Si ça ne me convient pas, on le tirera à la poubelle ou ça servira à autre chose. J'ai écrit un premier film à Ambarbac qui n'a jamais vu le jour. Peut-être qu'il verra le jour dans 10 ans. C'est pas le problème, tu vois. C'est toujours essayer de faire le truc qui me plaît. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est faire les choses naturellement, avec le moins de calcul possible.